BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là en ce mercredi soir, très heureux de vous retrouver sur BFM Business pour Tech & Co, la quotidienne. On est à la radio, à la télé, pendant 90 minutes. Vous le savez, chaque soir du lundi au jeudi. Et ce soir, nous vous proposons une émission exceptionnelle. Ce soir, allez, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de la tech pour s'intéresser à un objet qui a complètement bouleversé notre quotidien et qui a complètement bouleversé la société et dont on fête approximativement les 25 ans. Je dis approximativement parce que finalement, c'est compliqué de donner véritablement un coup d'envoi à une technologie et au smartphone finalement. Parce que le smartphone, si on remonte aux prémices, c'était peut-être même bien avant, dans les années 90, avec IBM qui avait tenté un truc un peu bizarre. Mais finalement, on va dire que voilà, depuis 25 ans, on a pris cet usage du smartphone pour envoyer ses mails, pour pouvoir regarder des vidéos, pour écouter de la musique, parce que finalement, c'est ça un smartphone. C'est une espèce de mini-ordinateur portable avec un écran qui nous a complètement... qui a changé notre vie finalement. Et ce qu'on vous propose ce soir avec nos invités, c'est de vous raconter cette histoire passionnante avec plein de petites anecdotes. Vous allez voir, on va passer un bon moment. Merci d'être là et bienvenue pour ce Tech & Co, la quotidienne, 25 ans du smartphone. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et pour en parler, alors du beau monde sur le plateau de Tech & Co, nous avons la chance d'avoir Yves Maître. Bonsoir Yves. Bonsoir. Yves qui est un peu, allez, on va dire la mémoire de la tech, c'est ça. Et tu le prends pas mal. Si vieux que ça, quand même. Non, mais d'accord, mais malgré tout, à chaque fois, tu dis, mais oui, je me souviens, à l'époque, j'avais rencontré un tel. Tu as connu le début du smartphone, en fait. Bah oui. Puisque tu étais, à l'époque, chez un opérateur télécom que l'on connaît bien, c'est Orange, et tu vas nous raconter un petit peu l'arrière-boutique de tout ça. Quelles étaient les relations entre les opérateurs et les constructeurs? Tu as rencontré tous les constructeurs de smartphones, les Samsung bien sûr, mais aussi Apple, qui a complètement bouleversé aussi la manière dont la relation était maîtrisée entre les opérateurs et les constructeurs. Merci d'être là. On va te retrouver dans un instant. Thomas Serval est avec nous aussi. Salut Thomas. Bonsoir François. Thomas, tu connais bien aussi tout ça, forcément. J'ai été un acteur plus ou moins tout petit, petite start-up dans ce monde de brut. C'est vrai. Et tu vas nous raconter tes petites anecdotes aussi sur ce sujet. Et puis, on a la chance d'avoir Patrick Chaumet ce soir avec nous. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Nouveau dans Tech & Co. Bienvenue dans la famille de Tech & Co, Patrick. Patrick a un long passé aussi dans la tech, les satellites, opérateur télécom, chez Vodafone à l'époque. Vodafone qui était où, en Angleterre, c'est ça ? En Angleterre et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Gros opérateurs bien évidemment. Il y avait même des accords avec SFR, on s'en souvient, oui, à l'époque SFR, de Vodafone. Vodafone. Et aujourd'hui, Patrick, tu travailles chez Samsung. Tu es ancien vice-président exécutif en charge de l'expérience mobile chez Samsung. Et ça va être intéressant aussi d'avoir ton point de vue du constructeur Samsung, de la montée en puissance du smartphone. Et puis, bien sûr, Frédéric Simotel, la voix de la tech. On peut le dire. Qui a même ramené un vieux journal Zéro Informatique qui date du 19 janvier 2007 avec la révolution du web mobile. C'est évidemment le lancement de l'iPhone. Et oui. Et on va beaucoup parler de l'iPhone parce que, qu'on le veuille ou pas, Apple a complètement chamboulé la manière dont on communiquait finalement avec l'iPhone. Et ça va être intéressant d'expliquer tout ça, comment Steve Jobs a eu cette idée, et puis surtout, comment ça a bouleversé un petit peu les relations, je le disais tout à l'heure, que les opérateurs pouvaient avoir avec les constructeurs. Mais ne brûlons pas les étapes, puisqu'on parle des 25 ans du smartphone, on va remonter peut-être, Fred, au début des années 2000. À l'époque, le GSM explosé, c'est-à-dire que tout le monde avait un téléphone portable, mais c'était un petit téléphone avec des fonctions vraiment basiques. Dans le meilleur des cas, on avait Snake avec Nokia. On pouvait envoyer des SMS, mais c'était quand même assez compliqué avec la fameuse fonction T9. Là, je m'adresse à tous les plus anciens d'entre nous qui envoyaient des SMS comme ça. Les écrans étaient même pas couleur. Non, et puis au début, les applications, c'était presque plutôt un outil pro, puisqu'on avait dessus son email. Or, à l'époque, on n'avait pas tous forcément des emails perso. C'était pour gérer son agenda, son contact. Donc, voilà, au début, c'était plutôt cet outil pro. Et puis, peu à peu, ça a évidemment changé. On reviendra dessus parce qu'évidemment, ce qui a changé aussi, c'est que c'est un outil, c'est Bring Your Own Device. Alors, je parle de la partie entreprise, mais c'est le premier outil un peu grand public
qui est rentré dans l'entreprise. Auparavant, on utilisait un PC dans l'entreprise et puis à la maison, on dit tiens, je vais m'acheter la même chose que ce que j'ai dans l'entreprise. Voilà, je résume très rapidement. Mais le téléphone, c'est le contraire. C'est le téléphone, on l'avait avec soi et puis on a voulu l'emmener dans l'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'au début, on était, les quelques fonctions, même au tout début, on n'avait pas le monde applicatif. Hein. Les développements, c'était, alors je vais parler en X, alors ça avait l'XHTML, il y avait les flux RSS, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire ce qu'on avait parce que le web existait bien entendu, sous Windows, ce qu'on avait sur notre PC, on essayait de le réduire en tout petit, ou les interfaces WAP, et on se disait, ça va rentrer dans un écran comme ça, on ne savait pas trop comment on allait y arriver, mais voilà, parce que vous imaginez votre écran Google avec vos barres et tout ça, il fallait rentrer ça dans un petit écran mobile, mais voilà, on était dans cette recherche-là, on se dit mais comment ils vont faire, et puis le monde des apps est arrivé, enfin on va en reparler. Et puis Yves, en fait c'est aussi l'alignement de planètes, c'est-à-dire que le smartphone est arrivé parce que la bande passante aussi sur le mobile permettait d'avoir des données, la possibilité d'échanger des données. On était à la toute fin de la 2G, la 3G arrivait, et la 3G a été quand même une révolution, parce qu'avec la 3G, on pouvait véritablement avoir de l'Internet mobile. Oui, je pense qu'on peut dire que la technologie des réseaux et la technologie des smartphones, et donc des chipsets, du silicium dont on parle très régulièrement, à un moment donné, sont rentrés en accord. Puis il y a eu un troisième phénomène qui arrivait au même moment, c'est qu'à l'époque, il y avait deux standards. Souvenez-vous, quand on parlait de Nokia, quand on allait en Corée ou aux États-Unis ou au Japon, il y avait le standard CDMA et le standard GSM. Et au moment de la 3G, il n'y a eu qu'un seul standard qui a été GSM. Il faut le dire pour ceux qui ne savent pas, le GSM, c'est un standard européen. Ce sont les Européens et les Français, mais pas uniquement, mais on va dire une grosse partie des Français, avec des gens comme Alain Maloberti et autres, qui ont créé ce standard GSM. D'ailleurs, j'ai ramené un des premiers téléphones GSM, pas tout petit, mais bon, ça marche encore d'ailleurs en 2G. Quand on le voit comme ça de loin, on dirait une arme, tellement il est bon. Une arme, oui. Bon. Et donc il y a eu une concordance de temps, je dirais, entre la technologie des smartphones, enfin ce qu'on a appelé plus tard les smartphones, du réseau, et la standardisation, ou l'unification de la standardisation. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, et c'est autour des 2022-2023, le 2002-2003, encore que le 3G est arrivé en 2006, puisque le premier iPhone, on en reparlera, n'était pas 3G, était 2G. Alors qu'il y avait déjà de la 3G en Europe. Alors qu'il y avait déjà la 3G. Les Américains étaient en retard finalement par rapport à nous en termes de qualité de réseau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, AT&T, quand l'iPhone était sorti, ça avait fait péter le réseau Edge à l'époque, parce que c'était de l'Edge, donc on était en 2G. Mais pareil en Grande-Bretagne, je crois que... C'était la première fois en fait, qu'on pouvait aller sur Internet, et alors il ne fallait pas le presser pour afficher une page. Mais nous, en France et en Europe, on avait déjà la 3G. Je m'en souviens. Et d'ailleurs, on n'avait pas compris que Apple sorte un téléphone 2G qui était déjà presque obsolète finalement. Après, ils ont vite rattrapé le coup, puisque le modèle qui était sorti l'année d'après était en 3G, je crois. C'était l'iPhone 2G. L'iPhone 3G. Mais je pense qu'il faut, avant de parler de ça, si je puis me permettre, parce qu'on a quand même un peu de temps, donc allons-y. Ça va aller vite, mais on a le temps. C'est vrai. Allons étape par étape. Il faut se rendre compte à l'époque qu'on était dans un monde totalement différent. Il y avait les leaders mondiaux, la Silicon Valley de cette époque, c'était l'Europe. Tous les grands manufactureurs, Ericsson, Nokia, Alcatel, Siemens, Sagem, etc., c'est tous des Européens. Le seul qui n'était pas européen, il y en avait deux, c'était Sony qui était petit et Motorola, mais qui étaient dans le réseau. Donc c'est des gens du réseau. Nokia avait, je ne sais plus, 75 pour 10 mois, combien c'était part de marché. 75-80% de part de marché. Incroyable. C'était dingue. Et alors, à ce moment-là, on subsidiait les téléphones. C'est-à-dire que les téléphones, on les achetait à 1 euro, ou à 5 euros, ou à 10 euros. C'est-à-dire que l'opérateur... Nous, parce que Patrick, tu nous as présenté, mais Patrick et moi, nous étions concurrents. On habitait tous les deux à Londres, à cette époque-là. Alors toi, tu travaillais chez Orange, Patrick travaillait chez Vodafone. Voilà. Et on avait le même boulot, c'était de vendre ou de promouvoir la data, de promouvoir les smartphones et de vendre, pas de la voix, mais de la data. Donc ça, c'était on est en quelle année, là
On est en 2024, 2025. 2004, 2005, excusez-moi. 2004. Je me rajeunis de 20 ans. et donc, on était concurrents, donc on n'avait pas le droit de se parler. Et on était deux Français qui faisions le même travail, et nos bureaux étaient à quelques centaines de mètres, littéralement. Et donc, on essayait d'éviter de se croiser dans les restaurants. Bon. Et donc, on se chamailloutait en permanence. Donc, c'est assez drôle de se retrouver ce soir pour évoquer un certain nombre de sujets. Et c'est rigolo, deux Français à des postes très importants dans deux boîtes concurrentes. Voilà. Et il y avait l'autre leader, c'était le Japon. On pourra en parler, tu t'en souviens avec l'iMad, peut-être tu pourras en dire deux mots. Et le Japon, c'était Docomo. Principalement, c'est Docomo. Donc il y avait les 4 gros opérateurs européens et Docomo qui comptaient dans ce monde-là. Et c'est ce monde-là qui a fait, et ce qui est intéressant de voir, c'est que 25 ans après, ou 20 ans après, 25 ans après, eh bien, l'Europe ne compte plus. Tout a explosé. Le Japon ne compte plus. Et il y a plus tous ces acteurs que tu as cités, que ce soit Ericsson, Nokia, Alcatel, Siemens, n'existent plus. Et tout est parti aux États-Unis, et on pourra en discuter, parce que je pense que c'est important de comprendre comment du maillot jaune du monde de télécom, on est arrivé un peu dans la voiture balai, quoi. Je veux dire, les Américains, ils avaient 2 normes 3G. Ils avaient la WCDMA et CDMA 2000. Donc même chez eux, c'était compliqué. Et nous, on avait UMTS. Et puis. Et alors, Patrick, Samsung, à l'époque, avant le smartphone, était présent, parce que moi, je me souviens, j'assistais à des présentations presse Samsung. C'était le début de la visio. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, c'était les premiers téléphones avec les écrans couleurs tout petits, des téléphones à clapper, où on pouvait passer des appels en visio. Et là, on est en 2004. 2002, 2003. 2003, ma première expérience avec Samsung, c'est à l'époque des téléphones par satellite, où en fait les gros ne voulaient pas faire des téléphones par satellite fin des années 90. Et donc Samsung voulait rentrer sur le GSM. Le satellite, c'était un système qui était à base de technologie de GSM. Et ils sont rentrés en Europe en faisant les premiers téléphones satellites et GSM. Et donc l'innovation qu'ils ont amenée vers 2000-2001, c'était de mettre des caméras avec les Japonais Sharp et Samsung, les Asiatiques, ont emmené les caméras dans les téléphones. Et tu n'étais pas chez Samsung, donc tu étais chez Vodafone. Je rentrais chez Vodafone à l'époque, et donc on a fait notre programme 3G en lançant des téléphones complètement délirants, des gros téléphones Sharp, et Nokia et Samsung qui avaient tous des caméras, parce que la visio, c'était le service phare de la 3G. C'est ça. Et puis les opérateurs nous facturaient cette visio. Mais c'est ce qu'on vendait, c'était la visiophonie et l'Internet mobile. D'ailleurs, je t'en veux un petit peu, Yves. Excusez-moi, Patrick aussi, parce qu'à l'époque, les abonnements coûtaient très très cher, franchement. Oui, c'est vrai que c'était cher. Non, c'est pas les. Non, je plaisante. Non, aujourd'hui, ils ne sont pas chers. Oui. Je pense qu'il faut qu'on se rende compte que dans le monde entier, en Europe et particulièrement en France, parce qu'en Angleterre c'est un peu plus cher, on est vraiment à des prix qui sont incroyablement bas. Thomas. Il faut se rappeler de quelque chose qu'on a oublié, c'est qu'en 2001, c'est l'éclatement de la bulle Internet. Et en même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de Vis-à-vis, Vivendi, qui faisait la convergence des plateformes mobiles et d'applications mobiles. Et donc, c'était le moment où on a commencé à faire des appels d'offres pour la bande 3G, qu'on appelait UMTS. Et donc, tous les opérateurs, à la demande du régulateur, devaient acheter les fameuses fréquences 3G. Et comme on était dans la bulle Internet, les prix pour cette fameuse bande 3G sont partis dans des sommets qui rendaient aucun des opérateurs rentable. Et donc pourquoi les tarifs étaient très élevés? C'est que d'un côté, les opérateurs étaient en train de miser des milliards, des dizaines de milliards pour obtenir ces fameuses fréquences UMTS 3G. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'on avait prévu les usages de la 3G qui sont arrivés 10 ans après. Oui, c'est ça. Donc on avait, dans cette période 2001, 2002, 2003, on avait pris et payé très cher des enchères sur les fréquences mobiles pour avoir de la data. Pas du tout les terminaux adaptés à ça. Finalement, comme les licences avaient coûté tellement cher, il n'y avait plus d'argent pour acheter les infrastructures. Donc en plus, le déploiement de la fameuse 3G, elle a pris beaucoup de temps. Tant de temps qu'on est passé quasiment de la 3G à la 4G sans s'en rendre compte tellement, en fait, parce que la bulle a éclaté. Ouais. Donc au moment où on aurait dû accélérer sur la 3G, c'était la crise des télécoms. Et donc la crise des télécoms, c'est qu'on est passé de salons où c'était du all you can eat en Europe, à Genève, il y avait des salons avec des stands où il n'y avait plus d'argent, c'était la crise du cash de Orange, c'était cette fameuse crise des télécoms, et donc il y a eu un pic tout en bas, 2002-2003, qui était très mauvais. Et juste pour donner ce qu'était, nous on fabriquait des applications autour de Bluetooth. Au même moment, il y a Bluetooth qui est né, c'est-à-dire la possibilité de sortir de la data de l'appareil. C'était important parce que finalement, le téléphone qui était le lieu de destination commençait à peut-être devenir
le routeur. C'est quelque chose qui allait ramener de la donnée pour après la ramener dans le réseau. C'était un peu, nous, on était les pionniers de ça avec Barracuda. Et donc, en fait, quand vous lanciez une application sur le mobile, vous deviez d'abord vous mettre d'accord avec le fabricant de téléphone. Donc, vous alliez voir Sagem et vous lui disiez, je vais faire un jeu Snake. Ou vous alliez sur les fameux portails mobiles des opérateurs, parce qu'il n'y avait pas encore les App Store, et vous leur demandez, est-ce que je peux faire un jeu ? Et les gens vous disaient, bah oui, pas de problème. Et on vous achetait un jeu qui se vendait bien, c'était 5000 licences. Donc vous gagnez... non, mais juste pour se donner l'ordre de grandeur. Les ordres de grandeur étaient ridicules. C'est-à-dire que une success story, c'était 10 000 unités, comme, je sais pas moi, un livre qui se vend bien aujourd'hui. C'est ça. On était à peu près, on vendait autant d'apps que l'on vend de livres aujourd'hui. Donc, c'était vraiment des tout petits marchés hyper fragmentés où il y avait très très peu de capacité. Et puis, chaque téléphone était différent. Donc, en fait, on ne pouvait pas passer d'un téléphone à l'autre. Il fallait recoder tout ça avec des langages qui étaient très proches du langage machine. Oui. Et donc, en fait, pour une anecdote qui était marrante, c'est que nous, on voulait fabriquer un lecteur de code barre connecté à un téléphone parce que l'iMode marchait pas. Enfin, l'iMode. Il y avait l'iMode, le WAP, ce qu'on a appelé le WAP, qui permettait d'accéder, marchait pas. Et donc on se disait, pour taper des longues URL, il valait mieux faire un scan de lecteur de code barre. On s'appelait Barracuda pour ça, c'était le lecteur 2D qui permettait aujourd'hui d'accéder directement à un truc. Et donc on s'est dit, on va aller fabriquer un lecteur de code barre. Aujourd'hui rentré dans les mœurs. On a inventé ça en 2001. Et donc on s'est dit, on va aller voir Sagem pour voir comment on peut connecter notre lecteur de code barre au téléphone Sagem, qui était un des mieux vendus du moment. 6 mois de palabres, et ça, voilà. À la fin, ils nous disent, OK, on vous donne les schémas du connecteur, donc on était très très contents. Et donc on s'est dit, ça y est, on va pouvoir fabriquer le lecteur de code barre avec le connecteur. Et on a dit, mais pourquoi vous nous l'avez donné ? Parce que l'année prochaine, on change de connecteur. Oh putain. Et donc en fait, tout était propriétaire, rien n'était interopérable. Et donc les accessoires avaient des toutes petites séries, et tout le monde vivait dans un monde totalement fermé et hyper atomisé. Est-ce que vous vous souvenez, parce que c'est quand même aussi important de se remettre dans le bain, quel était votre premier smartphone à chacun d'entre vous ? Moi, c'était un SPV. Tu racontes SPV quand même. Oui. Alors au départ, à l'époque, mon premier smartphone, c'était quand j'habitais aux États-Unis, puisque j'avais une boîte aux États-Unis. Et j'avais un BlackBerry. Donc, est-ce que c'était un smartphone ou pas un smartphone ? On peut considérer. On est à cette frontière. À l'orée du smartphone avec le BlackBerry. Absolument. Et donc, mais on naviguait sur le web. Les fonctions multimédia étaient très pauvres, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup. Oui, mais étaient très pauvres et très riches pour l'époque. Oui, bien sûr. Je faisais mes mails sur les terrains de golf, puisque aux États-Unis, si on joue pas au golf, on fait pas de business. Hein. Le problème, il est vite réglé, comme faire Donald. Et donc, le BlackBerry, on peut dire que ça a été mon premier smartphone. Maintenant, si on revient à la version littérale du terme, c'était un SPV. Alors SPV, c'était en fait, les opérateurs, parce qu'on était très puissants à cette époque-là, on avait un droit, entre guillemets, de vie ou de mort sur les téléphones, puisque soit il était subsidié... Personne n'achetait des téléphones nus comme ça dans des boutiques. Absolument. Ces deux messieurs, ils avaient le droit de vie ou de mort sur l'ensemble des fabricants de téléphones. Parce que soit on le choisissait et on disait on va le mettre à 1 €, soit le téléphone était mort. Donc on se battait sans savoir ce qu'il allait mettre et chacun disait je veux celui-ci en exclusivité, je te le subsidie mais tu le donnes pas à Vodafone. Donc on avait comme ça... Et vice-versa. Et vice-versa, bien sûr, et vice-versa. C'était qui le meilleur ? Il y a des fois on gagnait, des fois on perdait, c'était à peu près équilibré. Mais enfin bon, je pense quand même qu'Orange... On gagnait plus. Bon, donc pour revenir à ça, on sentait qu'il était en train qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait intégrer les... Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait Nokia. Et Nokia était trop puissant. Et donc, les opérateurs, tous, on se disait comment... Je ne vais pas dire casser le monopole de Nokia, mais balancer Nokia, rebalancer Nokia. Le seul qui arrivait à s'en sortir un petit peu, c'était Motorola. Mais c'était difficile. À l'époque, le patron de Motorola Europe, c'était Mike Finger, qui est d'ailleurs maintenant un direct report de Tim Cook chez Apple. Et donc, il fallait trouver une autre option. Et vraiment, les opérateurs ont beaucoup travaillé pour baisser la part de marché de Nokia, pour mille et une raisons, on pourra y revenir, y compris sur le contenu. Et donc, avec Orange, on avait fait une association avec Deutsche Telekom, okay, et Michael Hackspiel, qui était et en se disant, il faut qu'on fasse un téléphone qu'on appelait SPV, c'est Sound, Picture and Video. Okay, SPV, c'est ça. Et donc, on voulait
mettre des caméras qui tenaient la route, faire de la vidéo et avoir son Walkman, le Walkman, etc. Tout dedans. C'était l'ancêtre du smartphone, finalement. C'était l'ancêtre du smartphone. Pour faire ça, on a pris l'OS de Microsoft, à l'époque avec Windows Mobile. Voilà, c'était Microsoft. Avec une peur bleue, juste pour expliquer, Windows Mobile, de ça laisser s'appelait à l'époque. rentrer Microsoft, puisque il y peur avait bleue. deux mondes. Il y avait le monde du PC qui était contrôlé en maître par Microsoft, Bien et sûr. le monde du mobile qui était contrôlé. Ouais. Et donc en fait, il a fallu beaucoup de courage et beaucoup de peur de Nokia pour se dire on va laisser rentrer Microsoft, parce qu'on avait plus peur de Microsoft que d'Apple, parce que si Microsoft mettait Windows dans les smartphones, enfin dans le téléphone, il allait bouffer les opérateurs télécoms tellement il était puissant. Voilà. Donc on était dans ce cadre-là où on avait on était super puissant, mais on avait beaucoup de contraintes. Donc on avait fait ce téléphone avec Deutsche Telekom, puisqu'il fallait une puissance de feu et une puissance Pour que vous technologique. puissiez en fabriquer beaucoup et en vendre beaucoup. c'est ça Avec un Taïwanais, qui était une petite société de Taïwan, un peu comme Foxconn avant que Apple. Donc on avait trouvé ce Taïwanais qui était d'accord pour nous les fabriquer. Donc on a fabriqué un certain nombre de SPV. Il y avait plusieurs modèles d'ailleurs. Il y en avait un qui ressemblait à un téléphone normal. Il y en avait un autre avec un petit stylet. Absolument, qui avait un écran tactile Tu as absolument. Et qui ressemblait encore plus Très bonne mémoire. à un smartphone. Je voudrais juste donner une petite anecdote parce que je me souviens très bien, je crois que c'était en 2025, fin 2025 ou tout début 2026. 2005, décidément. Décidément, je suis Il est bloqué dans le présent, en fait. C'est ça. Bon, 2005. je suis pas un homme du passé, tu vois. Je me tourne plutôt vers le futur. C'est ça. Et je me souviens ce jour-là, Peter Chow, qui était donc le fondateur de cette petite entreprise, demande à me voir et dit Yves, j'aimerais bien. À cette époque-là, on était à Londres, mais peut-être que Peter a fait la même chose avec toi. Et il dit je voudrais te voir et j'aimerais bien voir le CEO d'Orange. Alors, le CEO d'Orange, c'était pas le CEO de France Télécom. Le CEO de France Télécom, à l'époque, c'était Thierry Breton. Et le CEO d'Orange, c'était Sanjeev Ahuja, qui était un monsieur, enfin, qui est toujours un monsieur extraordinaire. Bon. Et donc, on arrive dans le. Oui, parce que Orange, c'était pas encore France. C'était pas en France encore Orange. C'était France Télécom. C'était France Télécom. C'était France Télécom qui avait racheté Orange. Bien sûr. Mais Orange avait vraiment son indépendance. En Angleterre. Donc moi j'étais en Angleterre. Orange faisait la partie mobile, France Télécom faisait la partie fixe. Donc moi j'étais en Angleterre et on ne travaillait que sur le mobile. On n'avait pas le droit de faire de fixe et voilà. Ok. Et donc Peter arrive, je crois qu'avec une de ses collaborateurs, un de ses collaborateurs ou collaboratrices, il y avait Sanjeev Ahuja, j'étais là. Peut-être qu'il y avait le responsable du marketing éventuellement d'Orange qui était là. Et je me souviens, Peter se tourne vers nous et dit écoutez, je voudrais vous demander une faveur. Bon, c'était pas. Donc c'était le fabricant des SPV. Le fabricant des SPV. Tout à l'heure, c'est ça. Donc on va dire de fin 2005, tout début 2006. Et donc Sanjeev, qui était un monsieur imposant, c'était quelqu'un comme le patron d'Orange. Je dis ah bon, vous allez me demander une faveur. Alors comment? Il dit écoutez, voilà, j'aimerais qu'on arrête la marque SPV parce que je voudrais avoir ma propre marque. Et là, c'était un choc parce que c'est nous qui avons... on était le quasiment seul client avec Deutsche Telekom de SPV. Donc on avait mis beaucoup d'argent. Et je me souviens de Sanjeev, avant qu'il nous donne le nom de sa marque, donc question, quel est le nom de cette fameuse marque? Moi je sais. Qui lui dit, Peter, tu sais, si Yves est d'accord... parce qu'il était gentil, parce qu'il avait pris la décision, mais il me laissait le choix j'avais plus le choix une fois qu'il a dit ça. Vas-y, mais attention, il faut que tu saches que la probabilité que tu te casses la figure est très forte parce que ça coûte énormément d'argent. Et il lui dit, et quelle marque tu veux donner? Et il dit HTC. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc HTC est né en 2005-2006. HTC est né en 2005 et en 2010-2012, c'était le leader mondial du smartphone devant Apple, devant Android, etc. Alors il était Android, mais devant tout le monde. Patrick. Mais pareil, les premiers smartphones, c'était les Windows Mobile. Et à l'époque, on avait vu Peter qui voulait aussi les faire avec nous à Vodafone. C'était pas mal, hein. C'est pas mal. Il y avait déjà l'idée de l'écran tactile, il y avait les DC, mais ce qui marchait pas encore, c'était la capacité technique à avoir une interface utilisateur qui marche bien. Ouais, la révolution de l'iPhone, qui était un mauvais téléphone en fait, c'est un téléphone 2G, la batterie durait pas. Mais c'est qu'en fait, on avait promis les opérateurs promettaient le mobile internet, c'est la 3G. Ça marchait pas. En fait, les services n'étaient pas très bons, la musique c'était pas très bon. Ça marchait en Wi-Fi. Le browsing n'était pas très bon. Et en fait, la révolution, c'était que ça marchait. En fait, le browsing sur Internet marchait
Et ça a été la mais c'est vrai qu'on a tâtonné pendant pas mal d'années entre les téléphones à clapet, les stylets. On commençait à avoir un peu de tactile. On a parlé des OS, mais donc il y avait Symbian qui était celui de Nokia, il y avait Windows Phone, Samsung avait le sien, la Bada aussi. Enfin voilà, tout le monde se cherchait, mais pendant plusieurs années quand même, 3-4 ans avant d'arriver. On va y arriver sur l'iPhone qui a fait converger. Il y avait plusieurs familles qui étaient en train de converger. Ce qui est intéressant, c'est que l'Internet mobile a fait se réunir le monde de l'entreprise et le monde consommateur. Il y avait le monde de Windows Phone qui avait commencé dès les années 2000 avec le pionnier qui était Sagem et qui avait fait le premier téléphone qui permettait de lire ses mails. Alors, il faut voir que c'était avant BlackBerry. Et en commande vocale. Et en commande vocale. Ce truc-là était un truc génial. Quelques années avant, Apple s'était cramé avec le Newton. On oublie qu'Apple avait quand même pris très cher sur ça. Et donc, quelque part, il y avait toute cette chose-là. Et le fameux HTC, en fait, il y avait Compaq, qui avait l'iPac, qui était ce qu'on appelait les Palm Pilot. Je ne sais pas si ça vous rappelle. Bien sûr, le Pocket PC, ça s'appelait. Pocket PC, etc. Et donc, a abouti au SPV le fait que le monde des smartphones qui étaient des assistants numériques qui allaient sur le truc, et tout d'un coup, les opérateurs acceptaient de les subventionner. Donc, alors qu'on devait les acheter 500 €, ça coûtait une fortune, 1000 francs. On était en francs. C'était en francs. Ça coûtait très, très cher. Et donc, quelque part, ce produit qui était très cher, tout d'un coup, le jour où ils ont croisé le chemin de Yves et Patrick, ils sont passés pour le consommateur, alors que c'était un bien de luxe qui était l'équivalent d'un PC qu'on achetait pour frimer et envoyer ses coordonnées en bimant à l'autre. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Et tout d'un coup, c'est rentré dans le monde mainstream du smartphone et il y a eu les volumes. Et c'est ce changement-là qui a fait passer à l'échelle le smartphone, tout en n'ayant pas réglé la plupart des problèmes techniques. Et Microsoft, enfin, moi j'étais à l'époque, à la fin de ce truc-là, j'étais chez Microsoft. Microsoft ne savait pas faire les arbitrages. Dans quelle année ? On est donc 99-2000 sur les iPac, 2001, 2002, 2003, 2004. Ça, c'était vraiment cette convergence iPac vers SPV. 2005-2006. On shrink, on réduit la taille de ces appareils pour qu'ils tiennent dans la main. Nokia sort avec les Symbian, avec Léo Ericsson et le Nokia, et on a Sony Ericsson qui fusionne pour essayer de converger autour de l'image, parce que chacun était bon dans un truc. Sony était bon dans l'image, Nokia était bon dans l'interface. Donc ils avaient chacun des compétences, mais en fait les gens ils voulaient tout. Et avant qu'on ait fait la magique formula, et en fait le problème qu'on a eu, c'est comme chacun était bon, mais que personne ne se parlait, qu'ils étaient en concurrence absolue, il a fallu qu'un outsider complet comme Apple dise on arrête tout. Allez, c'est la fin de la récré. Et toi, François, ton premier téléphone, c'était quoi ? C'était un QTech. Parce que tu parlais d'HTC, je pense qu'il y a eu. Alors, c'était une sous-marque. Non, QTech, c'est le nom de la société. C'est le nom de la société. C'était le nom de la société qui faisait les SPV. Et voilà. C'était le Foxconn. Et moi, je me souviens, Orange commercialisait ce type d'appareil. Et j'avais eu la chance d'en avoir un qui était sous Windows Mobile. Et c'était rigolo parce que Windows Mobile sur petit écran, c'était comme un Windows sur un grand écran. Donc, c'était impraticable. Vous aviez un petit stylet. Il y avait le menu démarrer qui était petit comme ça. Il fallait cliquer, il ne fallait pas se tromper. Avec des et des écrans tactiles de merde. Mais c'était génial parce que d'un coup, tu étais sur la plage, tu avais Word, tu avais Internet malgré tout, tu pouvais écouter des radios en streaming, tu pouvais envoyer tes mails, etc. Tu avais Outlook. Et d'un coup, ça a été quand même une vraie révolution. Juste après, Apple est arrivé et je vous propose d'attaquer. Juste un dernier mot, la télé sur le mobile, il y a eu en 2005, France Télécom, Thomson, Thales, Alcatel, TDF et TF1 qui s'allient et c'est la première expérimentation de téléphone, de télévision sur téléphone. 2005. Mais c'était quoi en 3G alors ? Oui, on était dans les débuts de la 3G. Il y avait TDF, tout ça avait été bien configuré pour que tout marche. On a eu TDF dans la et je me souviens, en août 2005, être sur une plage, je ne citerai pas la plage. Et je regardais la télé et les gens, je regardais sur mon téléphone. C'est dingue. Et les gens disaient, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais il y a 20 ans, c'était j'avais une antenne, regarder la télé sur la plage. Allez, petite pause et après, on va attaquer, on va dire la suite logique, et on l'a évoqué, c'est l'arrivée d'Apple qui a complètement tout chamboulé. En 2007, un certain Steve Jobs monte sur scène et présente son iPhone, son One More Thing. On va expliquer ce que ça a chamboulé dans le monde des télécoms. Après cette petite pause, on fête les 25 ans du smartphone ce soir dans Tech & Co sur BFM Business. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, merci d'être avec nous. 20h01.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business, et on fête ce soir les 25 ans du smartphone, les 25 ans approximatifs, mais on avait vraiment envie de vous raconter l'histoire de cet appareil qui a bouleversé nos vies, qui a bouleversé la société aussi, parce qu'on s'intéresse à l'aspect technique et stratégique en fait que vous avez mis en place, opérateur-constructeur, mais le smartphone n'a pas que des bons côtés, hein. Quand on voit aujourd'hui le temps d'écran et les dégâts que ça fait sur la population, voilà, c'est le revers de la médaille d'une technologie qui aujourd'hui est tellement devenue de masse qu'elle hypnotise finalement la société aussi. Mais c'est un autre sujet. Là, j'aimerais qu'on attaque la deuxième partie de ces 25 ans et 2007, je le disais, Fred, on s'en souvient de cette keynote parce que franchement, elle a été mythique. Apple qui, contre toute attente, lance un produit qui, à l'époque, sur scène, n'était même pas fonctionnel véritablement. Enfin, il y a plein de petites anecdotes qu'on peut vous raconter, mais Steve Jobs tenait en main un produit qui n'était pas fini, qui a été annoncé en janvier 2007, qui est sorti en juin 2007, et pendant ces 6 mois, il a été finalisé, en fait, par l'équipe d'Apple. Donc, Apple sort ce téléphone. Comment ont réagi les opérateurs ? Tiens, Patrick, par exemple, tu étais chez Vodafone à l'époque. Comment avez-vous vu arriver Apple sur ce marché ? Je pense qu'il dira la même chose. On savait tous que ce serait significatif. On savait, avec la puissance de la marque, l'impact de cette marque sur les clients, on savait que ça serait significatif. Mais on se demandait un peu ce que ça allait être. C'était un téléphone 2G, ils n'ont pas d'expérience. Nous, ce qu'on savait, pourquoi ils ont fait ce produit, je pense, ça vient de l'équipe service, ça vient de l'équipe service d'EDQ qui avait la conviction juste que tout ce qui était streaming, musique, iTunes, le service iTunes, devait passer en mobile. Et sans passer ces services sur les mobiles, il y avait une grande menace pour Apple. En fait, c'était un iPod augmenté. Voilà. Donc, le projet de départ chez eux, en fait, c'était l'iPad. C'était des gens du computing et leur projet, c'était de concurrencer les PC. Ouais. Et entre l'iPad et l'iPhone, il y avait l'iPod, finalement. Voilà. Il y avait la caméra, il y avait la technologie d'écran et la technologie de touch. Et je pense que le grand moment, c'est de se rendre compte que tous les services avec la 3G, avec l'Internet mobile, allaient passer sur le mobile. Donc, la nécessité pour Apple de faire passer les services sur le mobile. Et donc, ils ont fait un téléphone. Alors, ce qui est rigolo, Thomas, c'est qu'à l'époque, tu étais chez Microsoft. Alors, j'étais chez Microsoft, j'ai 2 anecdotes sur ça. Mais on va commencer par Microsoft. Donc déjà, l'iPhone 1 est une grosse merde. Et je suis désolé à l'antenne, mais il faut vraiment se dire que même pour le geek qu'on était, à part l'interface utilisateur et les beaux designs, il n'y avait rien d'intéressant. Il y avait surtout pas l'interface utilisateur, c'était quand même une sacrée claque. Hein. Oui, mais il n'y avait surtout pas d'App Store. Alors c'est ça qui c'est intéressant, c'est qu'en fait, et nous, c'est la première anecdote, on connaissait l'équipe d'EDQ très bien parce que c'est dirigé par des Français, Patrice Gauthier, etc. Donc l'équipe d'EDQ, c'était plein de Français. Il y a des Français partout. Le nombre de Français qu'il y avait au poste clé à l'époque dans ces boîtes, c'est fou. Donc ils ont fait l'App Store, mais contre l'avis de Steve Jobs. Parce que l'avis de Steve Jobs, c'était qu'il n'y avait pas de gens qui pouvaient faire des apps aussi bien que les ingénieurs d'Apple, donc on n'allait pas laisser des développeurs le faire. L'idée de penser l'App Store, c'est EDQ, et c'est les équipes services qui l'ont fait contre Steve Jobs. Ça, c'est un truc Steve Jobs avait été un visionnaire sur plein de trucs, mais ça s'était fait contre les équipes. Et pourquoi ? On le sait parce qu'en fait, nous, on était allé rêver avec l'idée de Yves à faire une application pour écouter la radio en streaming. Et à l'époque, on nous a laissé faire une application sur l'iPhone 3G parce que Steve Jobs ne croyait pas au streaming. Il croyait au téléchargement des podcasts, il croyait au download, mais le streaming, c'était pas sa culture. Et donc, on a fabriqué la première application de l'iPhone. C'est-à-dire qu'il vous a donné l'autorisation parce qu'il était persuadé que vous alliez vous planter. Non, il considérait que c'était pas le métier d'Apple de faire du streaming. D'accord. Ça ne veut pas dire que les équipes services ne pensaient pas ça. Ouais. C'est juste Steve Jobs qui était le chef. Lui, sa vision... C'était le download. C'était un super iPod. C'est-à-dire, on télécharge de la musique. Et puis l'iPhone se synchronisait sur iTunes, sur son Mac, sur son Windows. Et il s'activait dans une boutique. Etc. Et donc, on a fait... Barracuda, avec Orange, a lancé la première application de streaming audio sur l'iPhone. Et c'est là où je vous rappelais, quand on faisait une application sur l'iPhone, sur un téléphone, d'habitude, on en faisait 5000. Et donc là, on nous a dit, mais l'application sur l'App Store, le nouvel App Store qu'on a laissé autoriser. Et on a fait 5000 en 30 minutes. Et on a fait 200 000, je crois, en une journée.
Et on avait un deal génial avec Orange, parce que c'était 1 euro par téléchargement. Et donc, c'était donc c'était pour vous dire à quel point les gens ne s'attendaient pas. Les échelles n'étaient pas les mêmes. Non, mais les gens ne s'attendaient pas au succès de l'App Store. L'App Store lui-même avait été arraché à Steve Jobs contre son avis. Et donc, quelque part. Un Français, d'ailleurs, il y a Bertrand Serlet qui. Exactement. Et donc, en fait, on est dans un truc qui est aussi un accident de la vie. C'est-à-dire, quelque part, le truc n'était pas du tout j'ai tout pensé, ça va se passer comme ça et ça. Et l'iPhone 1 étant pas bien, ils ont dû très vite travailler avec les opérateurs, il va pouvoir en témoigner, pour faire l'iPhone 3G, parce que quelque part, les États-Unis étaient encore très 2G, CDMA, etc. Donc, ils ne connaissaient pas le streaming, alors que l'Europe était beaucoup plus avancée. Il faut se rappeler l'avance de l'Europe pour vous rappeler. Et donc, c'est pour ça. Et les meilleurs des réseaux, c'était celui de Yves. Juste, j'aimerais qu'on revienne quand même à la réaction de Microsoft quand était sorti cet appareil. Moi, je me souviens très bien de Steve Ballmer qui avait démonté l'iPhone. Pas de clavier, rien du tout. Donc, ça coûtait trop cher, c'était $700, ça ne marchera jamais. Il y a eu plusieurs meetings stratégiques auxquels j'ai assisté chez Apple. Donc, la première truc. Chez Microsoft. Le premier truc. Entre toi qui confonds 20 ans, qui confonds les boîtes, les gars, ça suffit. Le premier truc qui est arrivé, c'était Steve Ballmer nous expliquant que l'industrie du mobile était tellement grosse que. Il était obligé que ça soit une industrie par couche. C'est-à-dire qu'il y a les fabricants de téléphones, les fabricants d'OS et les fabricants de composants. Et donc, quelqu'un qui fasse tout, c'est pas possible. Comme sur le PC, finalement. Voilà. Alors, pourquoi il n'y avait pas cette intuition ? Parce qu'à l'époque, Bill Gates n'avait pas de smartphone, n'avait pas de téléphone, il était dans le PC, il n'avait vraiment pas senti le truc, alors que c'était lui le visionnaire. Balmer n'a jamais été visionnaire dans rien, donc voilà. Et donc lui, il avait une analyse très économique, disant l'industrie est tellement grosse que c'est pas possible, on va reparler sur Android parce que c'est exactement cette approche-là, que ça existe dans une version complètement verticalisée. Premier truc. Et la deuxième chose, par contre, là, il s'est rendu compte qu'il s'était planté, c'est qu'en premier rang, on s'est rendu compte que les ingénieurs de Microsoft étaient sur des iPhones. Quand, chez Microsoft, on n'avait pas le droit d'avoir un BlackBerry, on n'avait pas le droit d'avoir un iPhone. Quand il s'est rendu compte que ses execs, donc les CN-1, étaient tous sur un iPhone, mais surtout, il s'est rendu compte, en revoyant, que le client de mail, donc Exchange, était mieux codé sur l'iPhone que sur Windows Phone. Et donc là, c'est Ballmer, il a viré les mecs de Windows Phone, ils ont viré 800 personnes le jour même. Il a pris le mec de Exchange, et il a dit, c'est toi le nouveau patron de Windows Phone, je te donne 1 an pour attraper le coup. Mais bon, il avait perdu 2 ans, etc. Mais c'est un choc violent de se rendre compte que Apple avait mieux fait les protocoles de Microsoft. Et là, c'était une humiliation majeure et surtout une prise de conscience qu'il était en train de perdre le marché de l'entreprise. Fred, je me souviens, bon alors toi à l'époque tu étais directeur de la rédaction de Zéro Informatique. J'ai ressorti la une là. Voilà, t'as ressorti la une et tu avais écrit sur l'iPhone. Ah, moi j'avais écrit sur l'iPhone. Qu'est-ce que tu avais dit, raconte-nous. Alors on avait dit à l'époque, j'en prends notre une, c'était donc l'écran tactile nouveauté. Leur principale nouveauté reste le navigateur compatible HTML5, JavaScript et Flash et affiche les pages du web sur PC sur téléphone. Et moi, le tactile, parce que j'étais un fan de BlackBerry, moi j'avais été le premier à dire mais arrêtez de nous parler du tactile, ça marchera jamais. On a le doigt qui glisse, enfin voilà, au-delà de l'aspect physique, on a besoin d'un clavier pour aller très vite. Il faut pointer les lettres une par une, alors que le clavier, ça. Et donc voilà, j'étais parti là-dessus. J'avais fait vraiment un édito arrêtez de nous bassiner avec le tactile. Enfin, j'avais été un peu provocateur, mais parce que je le croyais vraiment. Okay. Je disais non, le tactile. Et puis j'étais un peu de ceux qui, un peu comme, parce qu'on a parlé de Steve Ballmer Microsoft, il faut savoir quand même que tu avais aussi Nokia et BlackBerry qui riaient, voilà, quand ils ont vu ce truc-là sortir, ils ont dit il n'a rien compris, qui retourne faire des Mac et qui retourne faire des PC. En plus, ils s'attendaient plutôt à ce qu'ils sortent une tablette derrière, donc ils n'étaient pas du tout dans cette ambiance. Et puis, on n'a pas encore la guerre des OS. Hein. Faut pas oublier, il y en a un qui était bien assis sur Symbian. Android était encore 2008. Embryonnaire. 2007, Android n'existait pas. Et alors, Android, c'est 2008, vraiment la sortie. Peut-être, on peut sur Apple, parce que j'ai une différence de vue sur comment Apple a gagné le marché. On a beaucoup parlé de technique, d'user interface, etc. On n'a pas parlé business model. Et moi, la manière dont j'ai vécu Apple, ça n'a pas été tellement technologie, parce que je n'étais pas mystifié par l'iPhone 1. Il s'avère qu'on a eu l'iPhone 1 parce qu'on le testait. Orange a eu l'exclusivité sur un certain nombre de pays, dont la France. Donc on devait tester. C'était d'ailleurs une drôle de méthode de commercialisation à l'époque. Absolument. Hein. Mais pour moi,
les négociations avec Apple de l'iPhone 1, ça a été et le 2, et c'est pour ça que je voudrais dire que pour moi, la victoire d'Apple, c'est pas l'iPhone 1, c'est l'iPhone 2. Oui, c'est celui de 2008. C'est celui de 2008. Pas tant pour des questions techniques, pour des questions de business model. Et je vais vous dire pourquoi. Et donc, on est rentré, c'est ça, on est rentré dans des négociations avec Apple. Les négociations qu'on avait avec tout le monde, c'était tu me donnes du fric pour faire le marketing, on va prendre ton téléphone, on va le subsidier et tu vas gagner. Là, Apple, c'était pas ça. C'est non, tu veux mon téléphone Apple ? C'est toi qui vas me donner de l'argent pour faire le marketing. C'est toi qui vas payer le marketing d'Apple. Et tu vas payer tout ce qu'on va mettre en magasin. Et tu vas mettre des vendeurs dédiés. Et c'est toi qui vas payer leur formation. Donc, il a retourné le jeu en disant, c'est moi le chef. Mais comment les opérateurs qui étaient tout puissants ont réagi à l'époque? Ça a été un débat. Ça devait être vexant, non, mais plus que ça a été un débat, moi, que j'ai vécu chez Orange. Patrick nous racontera côté Vodafone. Parce que c'est un débat qui a lieu au niveau de la direction générale. Enfin, c'est pas... voilà. Bien sûr. Et donc, il y avait Didier Lombard, qui était le CEO d'Orange, Louis-Pierre Vénès, qui était le patron d'Orange France, et on était dans le bureau de Didier Lombard. L'époque d'Orange un peu compliquée, d'ailleurs. Non, après. Pas à cette époque-là. Après 2008. C'est 2010, c'est devenu compliqué. Et à cette époque-là, il y avait un dilemme. C'est est-ce qu'on est prêt à tout casser, notre business model de co-marketing, etc., pour avoir l'iPhone, ou est-ce que, tant pis, on laisse l'iPhone, on s'en fiche, on va continuer, et l'iPhone va mourir. Et puis la décision... Et peut-être qu'Apple pliera. Pliera à nos exigences. Voilà, se pliera à nos exigences, mais pas sur l'iPhone 1. Et donc, on a négocié... Didier Lombard et Louis-Pierre Vénès, Louis-Pierre était un fan d'Apple, puis c'était pas le seul. On dit non, il nous faut l'iPhone 1. Il nous faut l'iPhone 1. Quel que soit le coût, de toute façon, on gagnera beaucoup plus parce qu'on va prendre des clients à haute valeur. Donc on a pris l'iPhone 1. Mais le business model de l'iPhone 1 était basé sur du revenue sharing, c'est-à-dire qu'on donnait une partie de nos revenus. Ce qui était un arrache-cœur pour un opérateur. Inédit pour vous. Et ce qui était inédit pour nous. Mais c'était pas si grave que ça, parce qu'on faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires en data. Et comme le rev share était sur la data, ils gagnaient pas beaucoup. Et ils avaient un objectif de 10 millions. Mais le drame, c'est pas sur la négociation de l'iPhone 1, qui a été extrêmement dure, où il nous a tordu le bras. Ça a été sur la 2. Alors je vais vous raconter l'iPhone 2. Donc on descend de l'avion. Il y avait le patron d'Orange France, le patron d'Orange Europe, la patronne marketing, Alice Holzman. Il y avait toute la brigade Orange. Toute la brigade Orange. On était là, on rentre, une grande salle de réunion, et il y avait Tim Cook, Phil Schiller, Mike Fenger, et puis Frank Casanova, et leur fameuse Legal, qui était une dame extraordinaire, elle était tout le temps habillée tout en noir. Okay. D'accord, elle, c'était la Legal. La juridique, quoi. C'était la juridique, oui, la juridique. Les contrats. Et donc, on arrive, comment ça va, on venait d'atterrir 2 heures avant, enfin, donc on était complètement décalqués. Et Apple s'est dit, on va se faire des petits Frenchies. On va se faire des petits Frenchies. Et là, Tim Cook regarde Louis-Pierre Vénès, pour être tout à fait précis, et lui dit, Louis-Pierre, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu avais raison l'an dernier, notre business model de rev share était mauvais. Nous avons donc décidé de changer de business model, et donc le contrat va changer, et on va revenir sur votre business model de subsidies. Et là, moi qui de subvention. Oui, de subvention. C'est-à-dire, on va vous demander des subventions. Et là, je me suis dit, c'est la catastrophe. Et oui, c'est la catastrophe. Parce qu'avant, c'était dur, mais on gardait la main. Le marché va être inondé d'iPhone. Voilà. Et le problème, c'est que comme l'iPhone était cher, il fallait donner beaucoup de subsidies. Et si on donnait beaucoup de subsidies à nos clients pour l'iPhone, on n'en avait plus pour les autres. Et si on n'en avait plus pour les autres, on avait un problème, nous, de business model. France Télécom, Orange, enfin à l'époque France Télécom, Orange. Et donc, il a cassé, non seulement la technologie de l'iPhone était intéressante, mais pour moi, la victoire d'Apple s'est faite au moment de leur changement de business model et de la négociation. Et c'est ça qui fait que, quelque part, petit à petit, les opérateurs ont dû arrêter les subsidies. Aujourd'hui, vous achetez votre téléphone au prix du marché, okay. Alors, et que tout ce business... Il y a encore un peu de Il y en a encore un peu, mais très peu. Tout ce business model est tombé. Ouais. Et comme tout ce business model est tombé, on n'avait plus de droits, on n'avait plus... Voilà, et tout est parti. Alors ça, c'est de la version Orange. Thomas, après, je te donne la parole, Fred aussi, bien sûr, mais j'aimerais avoir la version de Patrick. Vodafone, pareil, même histoire? Non, parce que l'on était de l'autre côté. Donc Vodafone n'a pas accepté, dire maintenant, les termes du premier contrat.
Donc sur l'iPhone 1, on ne l'a pas eu. vous l'avez pas eu. Donc moi, j'étais dans une autre bataille qui était de développer... Parce que les technologies qui ont amené à l'iPhone, qui sont des operating systems type Linux, la 3G, l'Internet mobile, ce sont des technologies qui existaient. Ils ont fait un produit magnifique avec une très belle interface utilisateur, une très grande marque, mais les technologies existaient. Donc ce mouvement était entamé. Donc nous, c'était du Linux. chez Vodafone, qui a refusé le premier contrat tel que proposé, en fait, on a développé tout le reste de l'écosystème. On parlait du troisième écosystème à l'époque contre Nokia et Windows Mobile. Donc, on avait développé des OS Linux, Limo, Tizen, etc. On avait fait des solutions avec BlackBerry, un téléphone monstrueux qui s'appelait le Storm. Je ne sais pas si vous avez vu le film BlackBerry avec un truc, des écrans qui bougeaient. C'est ce qu'il raconte dans le film est tout à fait vrai à ce sujet. On avait fait des choses avec Samsung. Et jusqu'au en fait, deuxième... fameux contrat, donc je fais les mêmes négociations que Yves en parallèle au même moment avec les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'avec l'iPhone 2, vous avez craqué, quoi, finalement. Avec l'iPhone 2, en fait, vous ne pouviez pas ne pas distribuer l'iPhone. Je pense qu'ils ont été très, très forts. Ils se sont rendus compte que même en ayant l'exclusivité avec un bon opérateur par marché, il faut oublier que les premiers ont refusé le premier contrat. Donc aux États-Unis, Verizon, qui était numéro 1, l'a pas pris. Docomo, qui était premier au Japon, l'a pas pris. C'était AT&T. Voilà, qui était deuxième. Au Japon, Docomo, qui était premier, l'a pas pris. C'est SoftBank. En Europe, Vodafone, c'est le plus gros, l'a pas pris. Et en fait, c'est Orange qui a pris. Ils ont fait tous les deuxièmes. Et ils se sont rendus compte que même en prenant les deuxièmes, ils avaient que 20 à 25% de tout le marché. C'était pas suffisant. Donc en fait, ils sont revenus dans un modèle où ils pouvaient adresser la distribution de l'ensemble du marché et avec un très très bon produit. Mais bon, la concurrence s'est organisée très rapidement, donc on peut parler des développements d'Android. Ouais, on va en parler, mais juste un truc, moi je me souviens quand même aussi de ce premier iPhone que moi j'étais allé acheter aux États-Unis. Alors je suis pas allé pour ça exprès, mais avec mon camarade Jérôme Colombin. Mais on les ramenait, oui, on les ramenait. À l'Apple Store à faire la queue, parce que malgré tout, il y avait quand même un engouement. On sentait qu'il y avait quelque chose de particulier avec ce premier iPhone. On fait la queue, on arrive à en avoir deux, on les achète, et patatras, on arrive en France, ça marchait pas, parce qu'ils étaient complètement bloqués. C'est-à-dire que même, vous étiez obligé de mettre une puce, je crois, Orange à l'intérieur. Il fallait envoyer un code. Enfin, c'était d'une complexité incroyable. Et je me souviens, c'était aussi le début du jailbreak. C'est-à-dire qu'il y avait des petits malins qui, justement, ne supportaient pas l'écosystème hyper fermé de l'iPhone, qui avaient réussi à le déplomber, en quelque sorte. Et on pouvait, en installant un petit programme, en ayant quand même beaucoup de sueur froide, parce que ça pouvait casser le téléphone, eh bien, arriver à mettre n'importe quelle puce SIM à l'intérieur, et même en France. Deux anecdotes techniques sur le sujet. La première, c'est que donc on avait développé cette fameuse live radio qui permettait c'était sur une base Linux. Et quand le premier modèle d'Apple marchait pas du tout parce qu'il est obligé à passer par l'activation très très compliquée, ça créait énormément de friction consommateur. Et donc l'iPhone 1, c'est ça qui est intéressant, c'était une suite d'erreurs de marketing, de go-to-market, et le pragmatisme d'Apple, c'était de sortir de l'arrogance, parce que le monde de la Silicon Valley, depuis les années 2000, c'est les opérateurs sont un mal nécessaire, ils sont nuls. Il faut bien voir que la vision, c'est quand même que l'opérateur, il n'est pas du tout dans la vision Orange, opérateur premium ou Vodafone. La vision de l'opérateur américain, c'est vraiment le monopole totalement nul. Et donc, la Silicon Valley, depuis ces 25 dernières années, n'a qu'un rêve, supprimer l'opérateur. C'est pour ça qu'ils virtualisent les SIM. Grosso modo, l'opérateur, dans la vision Apple, était l'ennemi ou le mal nécessaire. Donc la première version, pourquoi ils ont fait ça en disant on laisse même pas les opérateurs prendre la main, c'est on dit ils sont trop nuls, c'est nous qui allons activer dans nos magasins. Ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à avoir le volume. Et donc nous on avait fait une petite application sur Linux. Et en fait, quand les équipes qui avaient été embauchées par Apple pour développer sur l'iPhone 1 ont été virées, puisqu'on leur a dit maintenant, on va être activé chez l'opérateur et non plus dans le magasin Apple, on a embauché ces équipes, et en fait, elles ont pris le code Linux de notre live radio, et ils l'ont mis en 10 jours d'une machine Linux sur iOS, parce que le plus gros mensonge, ou en tout cas, c'est que c'était juste une jolie carrosserie, en fait, iOS. En dessous, c'était Linux. C'est-à-dire que ils vous vendent un super operating system. Pas du tout. Et on va repartir d'Android. C'était une version bien packagée d'une base open source Linux et avec WebKit et donc des bases très très open source. Et donc on ne s'est pas rendu compte à quel point ce qui était formidable pour les développeurs, c'était leur donner accès à un bel écran, à un GPS, à des accéléromètres et donc toutes sortes de choses que les développeurs, et c'est là que l'App Store va naître, ils n'avaient pas les moyens de s'acheter tous ces accessoires qui permettaient de fabriquer de nouveaux trucs, des GPS, etc. Et c'est vrai que Apple a fourni un operating system finalement très ouvert, ce
qui n'était pas du tout la culture d'Apple macOS, hein, c'est pour ça qu'il y a eu iOS et macOS, et qui a donné aux développeurs des outils pour avoir un très bon hardware, subventionné dans la version 2 par les opérateurs, avec un très bon débit vendu en illimité. Et donc, c'est ça qui a initié, et c'était facile à développer, je vous dis 15 jours pour nous, alors que les applications sur même de 5000 pièces, c'était 2-3 mois. Et donc là, c'est ça le truc magique qui a développé les App Store. Et donc l'App Store est devenu le nouvel Eldorado qui a rendu contre l'avis de richissime énormément de développeurs, mais on en parlera tout à l'heure. Mais tu parlais du WebKit d'Apple, hein, c'était la base, hein, tout ça, parce qu'eux l'avaient développé pour Safari. Exactement. Pour Mac, et donc ils se sont dit on va faire la même chose pour le mobile. Mais moi je pense qu'il y a aussi une grosse erreur des opérateurs, c'est pas de l'arrogance, mais c'est de la compréhension. Tu parlais de tous ces patrons d'Orange. Je pense qu'à l'époque les opérateurs, ils n'ont pas vu arriver la mobilité. De la même façon que beaucoup n'ont pas vu arriver Internet, ils se sont pas rendus compte que on allait tous, on avait tous un téléphone chez nous, de fixe et tout ça. Ils étaient tellement dans cette, ils avaient leur ADN, c'était le fixe, c'était pas le mobile. Ils n'ont pas vu arriver cette mobilité. Et le deuxième point, je pense qu'ils croyaient tellement à la toute puissance des réseaux. On dit attendez, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur les couches du dessous. Ouais. C'est nous qui avons les réseaux, c'est nous qui avons les tuyaux, et nous, on aura toujours la valeur. Et ils se sont pas rendus compte que peu à peu, ils sont devenus fournisseurs de connectivité, tout simplement, et que là, et je pense qu'il y a quand même, tu vois, moi je repense à des interviews de Didier Lombard, de toute cette époque, et oui, il disait c'est important, la mobilité, ça arrive et tout ça, mais ils l'ont pas vraiment vu arriver, ils sont pas rendus compte à quel point ça allait emporter tout, à quel point on allait voir. En plus, l'internet mobile, on n'y était pas. On avait des petites interfaces, on n'imaginait jamais d'avoir les applications comme aujourd'hui. Et je t'envoie la photo et je vais sur les. Enfin, personne n'imaginait ça. Et donc ils se sont dit oui. Enfin, si c'est pour envoyer des mails, se faire du téléphone, du SMS, un petit accès internet qui est un peu compliqué, il y aura besoin des réseaux. Donc il y a aussi cet aspect-là. Hein, je pense que les opérateurs sont laissés un peu entraîner dans ce mauvais virage. Moi, je pense que c'était inéluctable en fait. Le grand saut, c'est Internet sur le mobile qui ne marchait pas avant et qui a commencé à marcher vers 2006-2007 avec les operating systems Linux. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'au début, on appelle ça des téléphones pour une bonne raison, c'est que le service, c'est la téléphonie et qui fait partie du domaine de l'opérateur. Donc tous ces trucs-là, c'était des téléphones et le téléphone et la messagerie, ça faisait partie du domaine de l'infrastructure de l'opérateur. À partir du moment où on passe à des services Internet, les forces d'innovation sont décuplées. Donc, il y a des milliers de boîtes qui font des applications Internet. Il est impossible pour un opérateur de contrôler tous ces services en interne. Donc, en fait, pour moi, le grand saut, c'est quand l'Internet mobile s'est mis à marcher, tout le monde Internet passe sur le mobile, donc les forces d'innovation n'étaient plus chez les opérateurs. Alors, Thomas. En fait, il y a eu deux batailles, et c'est là que Google rentre dans le jeu. Il y a eu la bataille de l'Internet mobile, où grosso modo, c'est l'audience qui s'est mise sur l'Internet, et donc tout d'un coup, il y a eu de la pub, et donc un nouvel écosystème, et puis il y a l'App Store. Parce qu'en fait, il y avait besoin des deux. C'est-à-dire d'un côté, l'Internet mobile faisait qu'on imprimait de la publicité, et donc le marché de la publicité qui marchait sur le web se mettait à marcher sur le mobile. C'est le moment où Google s'est dit « Ouh là 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 !» Jusqu'à présent, maintenant, avec Chrome, je contrôle l'accès à l'Internet sur le PC, mais comment je vais faire si c'est Safari et Apple qui... Et donc, quelque part, là, il y a eu donc l'Internet mobile super important qui est arrivé avant l'iPhone. Mais l'iPhone a été le meilleur moyen d'y accéder puisque Safari fonctionnait très bien, le fameux WebKit qui était un truc open source pour fonctionner partout. Et puis ce fameux App Store qui plaisait pas mal parce qu'en fait, il rappelait le modèle de NTT Docomo et de Minitel qui était qu'on allait payer pour des services. Parce qu'il fallait bien voir que la bulle Internet avait pété, on ne gagnait plus de l'argent assez pour avoir la pub et qu'il y avait quand même besoin de pouvoir avoir des applications de haute qualité qu'on paye. Et ça, c'est quelque chose qui finalement a été laissé, je sais pas, ça serait intéressant de savoir comment vous l'avez vécu. Normalement, on n'avait pas le droit de créer des App Store sur les opérateurs. Les opérateurs voulaient le monopole de l'App Store. Hein, et ils l'avaient interdit. Et Apple a réussi à craquer le fait qu'ils autorisaient leurs clients à mettre leur carte bleue chez Apple et plus chez l'opérateur et à facturer. Ça a créé un business model rentable que l'Internet mobile ne servait pas. Je ne sais pas, je suis intéressé à... Et qui a éjecté les opérateurs. Et qui a sorti les opérateurs. Les opérateurs, ils ont dû changer leur mode de facturation. Je regardais les chiffres, en avril 2010, 3% des smartphones connectés consommaient 40% du réseau cellulaire. Et là, les opérateurs, ils ont été flûte alors. Nous, qu'est-ce qu'on est avec nos forfaits, nos datas? Il a fallu changer. Mais je pense que c'est ça qui est important. C'est que, encore une fois, il y a le changement technologique de l'iPhone, mais à cette même période, et tout ça est lié, il y a le changement de business model et le changement d'usage où on passe de la voix à la data. Et ce changement-là a vraiment révolutionner toute l'économie, y compris l'économie qu'on connaît actuellement. Okay, bon. Mais je pense qu'il faut revenir sur un deuxième sujet
traitera peut-être maintenant, enfin dans la dernière partie de l'émission, c'est l'arrivée d'Android. Oui, bien sûr. Et l'arrivée d'Android Moi, je voulais est que liée... pour la dernière partie, on parle d'Android et puis aussi l'essai Windows Phone, qui est assez intéressant. Le Facebook Phone. Le Facebook Phone. Il y a eu plein de choses, voilà, c'est pour ça. Et je pense que, parce que l'iPhone, c'était une élite, et il y avait toute cette masse Bien sûr. dont tout le monde... Il n'avait pas les moyens de mettre Oui, et puis voilà... plusieurs centaines d'euros dans le téléphone. Et là, les opérateurs se sont dit, il faut autre chose. Il nous faut autre chose, c'est pas possible. Ouais. Et donc, sans se coordonner, on est parti sur Google. Et deuxième chose, quand on part sur Android, on se dit, il va nous falloir du volume. Et le volume, il n'y a que la Chine qui est capable d'en faire. Pourquoi ? Enfin, en ce qui me concerne, j'avais vécu en Chine préalablement, donc j'étais chez Thomson, qui était dirigé à l'époque par Thierry Breton. Le tissu industriel était prêt. Voilà. Et donc je savais que Nokia faisait faire beaucoup de ses smartphones en Chine et en Inde, près de Madras, entre Madras et Pondy, et beaucoup de choses se faisaient en Chine. Et donc, automatiquement, pour contrer Apple, il n'y avait pas d'autre choix que de trouver un autre OS qui était dans la même philosophie et de se tourner vers la Chine. Et je pense que ça, c'est la deuxième partie qui a fait le smartphone, qui a tué le feature phone, j'allais dire. Bon, allez, on va enchaîner avec Android dans un instant, petite pause. L'histoire d'Android, la riposte plus ou moins heureuse de Microsoft dans le domaine. C'est vrai qu'il y a même eu un Facebook Phone. Bref, voilà, on poursuit notre émission sur les 25 ans du smartphone. Alors évidemment, on ne va pas avoir le temps de tout évoquer, c'est clair, parce qu'en 1h30, ça passe très très vite. Mais on essaie malgré tout d'avoir des petits checkpoints, comme on dit, pour remonter le temps. Allez, on revient juste après cette petite pause. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, le retour du débrief de l'ActuTech avec ce soir une émission spéciale. On fête les 25 ans du smartphone avec nos invités qui nous racontent tout cela parce qu'ils étaient, on va dire, dans le cœur du réacteur. Hein. Vous avez vécu tout cela du côté des opérateurs, mais aussi du côté des constructeurs, avec bien sûr Frédéric Simotel à mes côtés, journaliste à BFM Business, Thomas Serval, PDG de Barracoda, Yves Maître, Operating Partner, John Capital. À l'époque, tu étais chez Orange. Tu as aussi été aussi patron de HTC. Et Patrick Chaumet, ancien vice-président exécutif en charge de l'expérience mobile chez Samsung. Et à la grande époque qu'on évoque, mon cher Patrick, tu étais chez Vodafone. Et donc, on s'est arrêté en fait sur le début du succès de l'iPhone et la manière dont il a complètement bouleversé. On est qu'en 2008. On est en 2008. Putain, en une demi-heure, il faut qu'on fasse 18 ans. Il faut qu'on fasse 18 ans, ça va être chaud. Mais après, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de trucs à raconter, mais là, on est vraiment aux axes importants, quoi, au carrefour finalement de tout cela. Android arrive, c'est ce que disait tout à l'heure en introduction Yves, parce qu'il fallait un troisième OS. Et Android arrive quand à peu près ? Alors Android arrive un petit peu. Google a racheté une petite start-up qui est faite par Andy Rubin, qui développait cet OS Android. Donc ça a été fait en 2006. Et en fait, Android, en tant que produit, arrive avec un premier produit qui s'appelait le Sidekick aux US, c'est T-Mobile US, qui sont faits qu'aux USA, qui a un énorme succès, le G1. En 2008. D'accord, donc il y avait déjà l'iPhone qui était sur le marché. Juste 6 mois après, je crois, 6 mois après, en 2008, et c'est un énorme succès, parce que ça marche très bien. Évidemment, ils ont un avantage que n'a pas Apple à l'époque, c'est qu'ils ont la suite de services Google qui est très utilisée, avec Gmail, Gmaps, qui est très intégrée, donc ça marche très bien. Mais cela dit, sur l'iPhone, il y avait YouTube, qui était en application, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait en application native, il y avait YouTube sur le premier iPhone. Mais à cette époque, de point de vue usage et utilisateur, avoir la navigation et les cartes et l'email c'était plus important. Et donc, à ce moment, du point de vue des opérateurs, on cherche des solutions. Vodafone, on essaie de développer avec des opérateurs un autre operating system Linux qui s'appelle Limo, avec Docomo, Samsung, Motorola. Mais c'est très compliqué. Les autres opérateurs ne suivent pas. Et en parallèle, et donc je ship à Yves le premier téléphone Android en Europe qui s'appelle le HTC Magic. On le lance à MWC à Barcelone en février 2009. Donc il y a une histoire très drôle là-dessus. On a fait ça très très rapidement avec Andy Rubin, qui n'était pas agréable du tout comme gars d'ailleurs. Ah ouais, très 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 génial, mais difficile personnalité. Et en fait, on lance ce téléphone exclusivement en Europe.
Donc, très très beau téléphone. exclu Vodafone. Exclu Vodafone au D'accord. début. C'est un très beau téléphone tout blanc avec il a un design qui est un peu rebondi pour pas ressembler à tous les autres smartphones plats. Et donc moi je suis très content parce que on va être les rois de la planète. Et donc le jour ça se passe le mardi. Et le samedi, j'étais au ski à Genève avec ma famille. Mon équipe m'appelle, catastrophe. On ne peut pas lancer mardi. Et what? Alors que tout était... La presse est annoncée, tout est annoncé, tout est fait, on lance à Barcelone mardi. Non, on ne peut pas lancer mardi. Pourquoi? Parce que le téléphone qu'on avait, on avait une soft key pour appeler le browser Chrome de Google. Andy Rubin décide au dernier moment qu'il faut une touche mécanique. Et si vous n'avez pas une touche mécanique sur le téléphone, on ne lance pas. Waouh. Ça se passe le samedi soir. Donc j'appelle Peter Charles, le PDG de HTC, de ma voiture. Peter, qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il a fait venir tous ses ingénieurs, ses designers, les gars qui faisaient la mécanique, les molles, chez lui, dans son appartement privé, le samedi et le dimanche, 24/7, un avion privé le lundi soir qui arrive à Barcelone le mardi matin. Ils sont comme ça. Il y avait 2 téléphones dans le monde qui marchaient. Il en avait un, j'en avais un. Vous regardez sur le net la photo. Peter Chou, Patrick Chaumet, 2007-2009. Et on présente ces 2 téléphones. Il y en avait que 2. Avec une touche mécanique pour le search Google. C'est incroyable. Ouais. Sur 4 jours. En fait, ce bouton ne servait simplement qu'à lancer le browser, en fait, le navigateur Search, Internet. Google Search. Et c'est une le condition de fondateur lancement. d'Android qui a eu cette idée comme ça d'un coup. Non, mais en fait, c'est très important pour Google. Là, j'étais commencé à rentrer chez Google. On voulait. Parce que toi, t'es passé de Microsoft à Google. Oui, bah oui, je suis T'as senti que Microsoft OS se cassait la figure, donc t'es parti chez Android. La sortie d'Android, exactement, c'est le 23 septembre 2008. Voilà. Ce qui était important, essentiel pour Google, c'est d'être le search par défaut. Donc il l'avait négocié sur l'iPhone, et on l'est encore, il l'était encore, et il fallait absolument que le search par défaut, pour ne pas laisser qui que ce soit aller quelque part ailleurs. Et donc on savait que quand c'était en soft, c'était moins bien qu'en hard, et donc après c'est le côté psychorigide, il a plein d'exemples, et vous avez plein d'exemples de les mecs de la Silicon Valley qui décident de ne pas lancer au dernier moment parce qu'il y a un truc qui ne leur va pas. Je pense qu'on va parler d'un autre exemple bientôt en parlant de Meta. Mais c'est vrai que la préemption du search était une question de vie ou de mort pour Google. Et ils voulaient ne pas laisser... Non, mais en l'occurrence, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a le search sur tous les téléphones Android depuis le début et jusqu'à maintenant. Mais c'est la petite astuce de design, il faut que ça soit un bouton physique par rapport à une touche touchscreen. Moi, j'ai pas la même C'était une opinion. touche raccourcie, en fait. Oui, c'est un raccourci. J'ai pas la même opinion de toi d'Andy Rubin. Alors, en effet, il avait un caractère très particulier. Mais c'était quand même, enfin, ou c'est quand Un même, génie. Oui, très bon. C'est un génie, Bien sûr. c'est un génie, c'est incroyable. Il n'est pas de notre monde quelque part, intellectuellement parlant, je parle. Moi, j'ai passé des heures à discuter quand il est chez Google, puis après avec lui quand il a quitté Google. C'est dingue la vision du monde qu'il avait. Alors, je l'ai pas revu depuis quelques années maintenant, et je me souviens toujours. La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans la cafétéria, enfin derrière une petite salle derrière la cafétéria de chez Google, et il me raconte ce qu'il veut faire Android. Il me raconte Android. Je ne comprenais rien. J'avais affaire à quelqu'un ailleurs. Mais j'arrive quand même à comprendre qu'il est en train de faire un truc qui est open source, et que son problème, c'est pas faire un téléphone, c'est de faire une communauté de développeurs. Et que le seul moyen de contrer Apple, c'est de faire une communauté de développeurs, et donc d'aller en open source pour aller très vite. Et donc j'ai trouvé cette idée absolument géniale. Et à l'époque, entendre quelqu'un qui vous parle de communauté de développeurs, et on se dit, mais c'est pas possible, il a fumé quelque chose, il plane, enfin il est ailleurs. Et petit à petit, dans son espèce de... Parce qu'il parlait en anglais comme ça, puis enfin en américain très vite et ça. Et je me disais, waouh, t'es assez génial. Et j'ai une autre anecdote, et je crois qu'on l'a partagée, puisque tout à l'heure dans le couloir, on a discuté tous les deux, et tu disais, il m'arrivait la même chose. C'est que la 2e ou 3e ou 4e fois que je vais le voir, il me dit, viens, on monte dans mon bureau. Alors d'abord, c'était assez rigolo parce que à l'époque, on était en peut-être 2009 à cette époque-là, peut-être 2009. Et on rentrait dans l'équipe, parce que Andy Rubin, Android n'existait pas chez Google. C'était juste une toute petite équipe qui nous cassait les pieds. Okay, Google n'avait absolument pas prévu le succès d'Android. Et donc, il avait une certaine liberté dont il a usé, voire abusé. Okay, et quand on rentrait, il y avait les tables de travail et les gens amenaient leurs tentes. Et ils travaillaient dans leurs tentes, avec leurs chiens.
Et on arrivait dans un truc, je me disais, mais où est-ce qu'on est? Et donc, j'avais l'impression de rentrer dans un camping, pour être tout à fait honnête. Ça, ouais. Donc, on rentre dans ce camping, on arrive dans son bureau, et là, sidération, il avait un énorme bureau, mais énorme bureau, et il me dit, assieds-toi. Et sur le bureau, il y avait un circuit 24, des circuits de petites voitures et trucs. Il me tend la manette, et il dit, allez, on fait la course. Et les 10-15 premières minutes, Il fait l'introduction. on a fait des courses de voitures, et on sortait, on ramenait... Et on avait... Et moi, je me disais, mais où tu es? Qu'est-ce que tu T'as fais? gagné ou t'as perdu? Pardon? T'as gagné. Je ne sais plus. Mais moi, j'ai gagné, c'est pour ça qu'on Et donc, c'est hallucinant parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Mais un grand patron de Google qui est en train de faire une innovation et qui vous reçoit en tendant la manette d'un jeu d'enfant de 8 ans en disant, allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ça prouve un peu la déconnexion. Et je crois que tu as eu le même cas. Mais ce qui est intéressant aussi, Fred, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Steve Jobs était fou de rage lorsque Android est sorti, que l'interface tactile d'Android était sortie, parce que je crois qu'il avait même attaqué Android, parce que c'était pour lui, en tout cas pour Jobs, Thomas, c'était un copier-coller d'iOS. Alors, il faut savoir que siégeait au board d'Apple le patron de Google. Et donc, quelque part, tous les projets stratégiques d'Apple étaient partagés avec le board et donc avec le patron de Google. Sergei? Non, pas Sergei. Eric Schmidt. Ah, c'était Eric. Et donc, Eric, et moi j'ai discuté avec Eric, et Eric était là, et effectivement, il y a eu un conflit d'intérêts majeur entre Google qui se positionnait contre Apple, dont Eric Schmidt était au board. Et j'ai eu la chance d'échanger avec Eric Schmidt sur ce sujet-là quelques années après, parce que j'étais dans un programme de MBA où on pouvait lui poser toutes les questions qu'on avait. Et je lui dis, mais comment vous avez fait pour garder votre relation avec Steve Jobs, qui est quand même aussi quelqu'un de très difficile. Quand on parle d'Andy Robin, à côté de Steve Jobs, c'était pas facile non plus. Et ce qu'il m'a dit, en fait, dans ta vie entrepreneuriale, tu vas croiser des gens incroyables. Et quand tu as la chance d'en croiser un, whatever happens, you stick to it. Et donc, tu l'accroches. Tu l'accroches, tu lui dis oui à tout ce qu'il veut. Et donc, quelque part, ils ont réussi à maintenir leur relation, alors que Apple était en conflit. Alors, Android a été poursuivi par plein de gens. D'abord, il faut savoir que juste avant de faire Android, la boîte d'avant de Sidekick avait été rachetée par Microsoft, qui essayait de trouver un moyen de rattraper ce retard. Il y avait les Windows Phone, mais avant, il y avait eu le rachat de Windows Phone. De Danger. Ça s'appelait Danger, la boîte. Et donc, après, le langage d'Android, c'était du Java. Et Java, ils sont fait après poursuivre, probablement pas sans raison. En tout cas, ça a coûté des milliards de settlement à Google en réutilisant le code Java qui était chez Oracle. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment où il y a eu une sorte de gros hold-up de tout ce qui étaient les meilleures idées de la Silicon Valley, d'Apple, le truc, et qu'Android en a fait un peu la synthèse en disant c'est open source, débrouillez-vous, vous les développeurs, je vous le donne. Moi, je pense que toutes ces briques technologiques ont démarré bien plus tôt, quand on a parlé des écrans tactiles et des OpenOS avec Windows Mobile depuis 2001, du stylet avec HTC. La base Linux, tout le monde savait que ça devait être une base Linux. Donc je pense que Apple a fait un très beau produit, un produit merveilleux, mais sur des bases technologiques qui étaient disponibles dans l'industrie. Et donc c'est tout à fait logique et normal que d'autres initiatives aient eu lieu. Moi je pense que le grand mérite d'Android, c'est aussi d'avoir démocratisé cet écosystème de développeurs et aussi d'avoir pu permettre de fabriquer des smartphones. Moi j'ai fait les smartphones à Vodafone sous la marque Vodafone qu'on a lancé en Afrique du Sud à 50 €. Ouais, c'est ça. À l'époque, les produits coûtaient 300 €. C'était impossible avec Apple, bien évidemment. On a sorti le premier 50 € smartphone qu'on avait dit par dizaines de millions dans tous les pays en voie de développement. Cela dit, il y avait quand même aussi un gros écart. Moi, je trouvais à l'époque, en tant qu'observateur, humble observateur de tout ça, Android a mis pas mal d'années à rattraper en fait la qualité d'iOS. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les premiers smartphones sous Android n'arrivaient pas à la cheville d'iOS quand même. Il n'y avait pas cette fluidité. Je trouvais que c'était moins ergonomique, la manière dont tu te baladais dans les paramètres, les menus, etc., etc. Après, Android a fait énormément on va dire de progrès, mais ça a mis beaucoup plus de temps. En fait. C'est la problématique entre un système qui est ouvert, donc en fait qui a permis de faire
beaucoup d'industriels peuvent faire des téléphones, beaucoup de développeurs pouvaient développer. C'était ouvert, donc c'était pas contrôlé. Ouais. Et une expérience qui était entièrement curated en anglais, contrôlée par l'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde Android, certains des industriels, on a parlé de HTC, on peut parler de Samsung aussi, ont rajouté des couches utilisateurs qui ont permis d'élever la qualité et beaucoup d'innovation. Donc en fait, c'est un système qui s'est développé avec l'innovation des industriels et pas seulement de Google. Oui, c'est ça. Oui, alors que chez Apple, non, c'était pas possible. Fred. Juin 2011, un sondage qui demande à des milliers de personnes d'entreprise, on vous laisse le choix, un équipement, n'importe lequel vous prenez. 29% choisissent l'iPhone. Donc on est en juin 2011. Voilà, l'essai avait été transformé. 19% disent l'iPad parce qu'on croyait encore beaucoup à ça. Enfin, on croit à cette tablette naissante. C'est le début de l'iPad. 17% le PC portable. Et puis tout d'un coup, on descend à 9% au MacBook. 8% smartphone sous Android. On est en 2011. C'est-à-dire les gens, iPhone, Android, 8% pour BlackBerry, 2% smartphone Nokia et alors 1% sur le smartphone Windows. Et c'est là où moi j'aimerais bien vous entendre parce que moi je me dis, qu'est-ce qui s'est passé avec Windows Phone ? On parlait de communauté de développeurs. Microsoft, c'était quand même la première communauté de développeurs dans le monde PC. Ça l'est encore aujourd'hui. Les GitHub, ils ont racheté GitHub pour ça. Enfin, il y a plein de choses. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet univers mobile ? Alors, je sais qu'ils ont aussi, eux, cherché à voir. Ils ont dit, attendez, on va pas développer un Windows Phone, un Windows pour le portable, et pourquoi pas un Windows pour la tablette et un Windows pour le PC. Et on a déjà nos Windows pour le serveur. On va essayer de tout faire. Donc, il y a eu cette difficulté majeure, je pense, qui a été portée par en haut. Mais ils avaient quand même cette communauté de développeurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais alors, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, tout a commencé par le rachat de Microsoft, de Nokia par Microsoft. Oui. Et après, il y a eu les fameux Lumia, etc., etc. Avec un certain Stéphane Elop. Et donc, qui nous raconte cette histoire-là, vite fait, l'arrivée la volonté de Microsoft d'être le troisième, en fait. Je vais vous raconter le début. Je pense qu'ils se voient. Donc, moi, ce que j'ai vécu, c'est, on s'est rendu compte très tard. Enfin, culturellement, le smartphone n'était pas la culture de Microsoft. Et les équipes qui faisaient le Windows Phone des années 2000 étaient complètement laissées à l'abandon, n'étaient pas les gens cool. Oui, bien sûr. Le truc cool, c'était Windows 7. Et donc, en fait, dans la food chain, c'était pas des gens importants. Alors qu'il y avait une communauté de développeurs qui adorait. Premier truc, ils ont laissé mourir les bons. Deuxième chose, au niveau du produit, il n'y avait plus personne pour faire les choix. Donc, contrairement à Android, où il y avait un dictateur, c'était à gauche, à droite, etc., c'était très vertical. Microsoft, ils voulaient pas abandonner les fonctionnalités, donc c'était un foutras, pas de prioritarisation, tout était. Donc en termes d'utilisateurs, c'était impossible à utiliser parce que ça devenait trop de couches les unes sur les autres qui rendaient le truc inutilisable. Oui, utilisable. Troisième truc, la relation avec les industriels était pas vraiment. Alors ça, c'est une anecdote que les gens connaissent pas, mais sur Android, Microsoft a gagné plus d'argent que Google au début, parce qu'en fait, Microsoft avait beaucoup de brevets. Ils menaçaient HTC, tout ça. Et donc, ils allaient lever une taxe de 4-5 milliards par an sur le marché des smartphones. Donc, en fait, ils ont complètement perdu. C'était les brevets qu'ils avaient rachetés à Nokia ? En rachetant Nokia ou pas ? En partie Nokia, en partie Microsoft aussi, parce qu'ils étaient comme les pionniers de Windows Phone. Donc, beaucoup des concepts de mail, etc., avaient été inventés par Microsoft. Donc, après, il y a eu cette idée qui était inatteignable techniquement rapidement. C'était tout d'un coup, on va fusionner le mobile, la tablette et le PC. Et ça, ce qu'on a dit à Ballmer, c'est qu'il faudra 3 ans. Et 3 ans dans le monde Apple des Chinois, impossible. C'était impossible. Et donc, quand Windows Phone a été prêt, le jeu a été déjà plié. Et donc, en fait, quand t'es trop tard... Mais Microsoft, ils croyaient à un moment, puisqu'ils ont racheté Nokia. Alors, on avait fait un plan. Nokia, c'était pour ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour rattraper le retard ? Il y avait 2. Il y avait... Qu'est-ce qu'on peut faire facile ? Racheter Nokia, mais en fait, au moment où on a racheté, on ne savait plus ce qu'on allait faire. On a mis quelqu'un pour s'en occuper, mais il n'y avait plus de stratégie. Et le plan B, c'était de garder comme clientèle entreprise en rachetant BlackBerry. Mais à chaque fois, on l'a fait tellement tard et tellement après que les développeurs nous aient déjà quittés, parce que les développeurs étaient partis en masse pour voir que les meilleurs développeurs que j'avais dans la communauté iPhone que j'avais retrouvé quand je faisais mes applications, c'était mes anciens Microsoft Value Partners de Windows Phone. C'est-à-dire que vous donnez un truc cool à un développeur, il se fout de la marque, il va vers le truc. Donc le go-to-market des développeurs, ils sont partis en masse de Microsoft vers Apple. Alors du côté des opérateurs, comment ça s'est passé ? Microsoft vous a fait la danse du ventre pour justement promouvoir ses appareils. Comment ça s'est passé ?
Ben, je sais pas. Rapidement, parce que j'aimerais qu'on garde quelques minutes pour le Facebook Phone. Oui, et puis il y a la Chine, parce qu'il y a un autre acteur. Non, je pense qu'on ne peut pas passer sur la Chine, parce que c'est lui qui a fait la révolution Android, indirectement. C'est le volume qui a fait la révolution Android. Et c'est de casser les prix, ou c'est de faire des prix. Et ça, c'est chinois. S'il n'y avait pas eu la Chine, Android, je pense, serait jamais passé de 8% de market share à 60 ou 70 dans le monde. Quand je dis la Chine, c'est l'Asie, parce que c'était d'abord Samsung, et puis après la Chine. Donc le jeu s'est passé là-bas. La victoire d'Android ne s'est ni passée aux États-Unis, ni passée en Europe. D'ailleurs, Android n'existe toujours pas aux États-Unis. Elle s'est passée en Asie. Pour revenir à qu'est-ce qui s'est passé, moi, je me souviens, juste avant le Mobile World Congress, je n'ai plus les années en tête, qui ouvrait le dimanche soir ou le lundi matin, officiellement lundi matin, mais toutes les annonces étaient faites le dimanche soir. Le samedi, un journaliste m'appelle et me dit « Stephen Elop va annoncer sa nouvelle stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez ? À votre avis, qu'est-ce qu'il va annoncer ?» Et moi, j'avais dit, il va annoncer 2 OS, l'un Microsoft et l'autre, ce sera soit Limo, soit Android. Et le journaliste m'avait demandé, et s'il en annonce qu'un Microsoft, et je lui avais dit, s'il en annonce un Microsoft, soit c'est un fou, soit c'est un génie. On est en 2015. On est en 2015. Ouais. Le lundi, il ouvre avec son speech de la fameuse Burning Platform, qui était repris par toute la presse, et il dit, je ne prends qu'un OS, c'est Microsoft. Et là, je me suis dit, waouh, il va... voilà. Et après, quand il est venu avec son équipe nous pitcher sa stratégie produit, là on parlait plus de stratégie OS, écosystème, on parlait vraiment de sa stratégie produit. Je me souviens, je me suis dit, c'est plié. Il n'a pas la compréhension. D'accord. Donc vous vous êtes rendu très vite que c'était Windows Phone était parce que ça a tenu quelques années. Enfin, 2015, c'était trop tard. En effet. C'était trop tard. Mais en fait, il y a eu deux. Le mouvement vers ces systèmes ouverts dans un X a commencé très tôt. Il y a eu 2 grandes erreurs. La première, des opérateurs qui avaient l'opportunité de faire un système ouvert avant même Android. On appelait ça Limo, mais ça n'a pas fonctionné. On a réussi à avoir Samsung et Motorola, qui d'ailleurs s'appelle aujourd'hui, c'est l'OS qu'il y a sur les téléviseurs Samsung. Oui, Tizen. C'est le même. Oui. Mais les opérateurs auraient pu se rallier à ça pour faire un OS ouvert avant Android. Ils ne l'ont pas fait. Et le deuxième, c'est Nokia qui aurait dû abandonner Symbian et se tourner vers autre chose. Ils ne l'ont pas fait et 2015, c'était trop tard. Un des points que je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Thomas, une des grandes forces, un des grands succès d'Android, comme le dit Yves, c'est d'avoir pu en fait avoir la puissance d'innovation des industriels. Des industriels en Asie, des industriels comme Samsung, parce qu'en fait, il faut faire des produits que les gens veulent acheter. Donc l'innovation sur les écrans, par exemple, Samsung a introduit les premiers écrans qui avaient 6 pouces, les grands écrans. Ça, c'était révolutionnaire. Les caméras 10, 15, 20, 30, parce que Jobs 100 ne mégapixels. Pas de grands iPhones, il voulait des petits iPhones qui tenaient dans la main, en fait. Mais les gens veulent voir plus grand. Donc, avoir des grands écrans, c'est quand même important. Mais bien sûr. Des grands écrans, des belles caméras. Les premiers smartphones avaient des caméras 3 mégapixels. C'est bien après la disparition de Steve Jobs que Tim Cook a cédé, en fait, à la taille des écrans des iPhones, avec les Max qui sont arrivés. C'était avec les gammes, parce qu'avant, on avait un seul iPhone. C'est ça. Et donc, cette innovation dans le haut de gamme, en technologie, et cette innovation aussi dans la masse, a permis à Android de se développer. Il faut, je pense, mettre l'accent sur le rôle des industriels, pas seulement Google. Alors, il nous reste 6 minutes. J'aimerais quand même que vous nous racontiez on va dire, le bid du Facebook Phone. Il y en a eu pas mal de bids. Il y a aussi le téléphone d'Amazon, le Fire Phone. 3D screen. Voilà, qui était un truc un peu bizarre, lunaire. D'ailleurs, c'est amusant parce que Amazon, je ne sais pas si vous avez suivi l'actu, on en parlait hier dans Tech & Co, veut ressortir un device portable. On ne sait pas pourquoi faire. Enfin bref. Meta, donc Facebook à l'époque, se dit moi aussi je veux mon OS, je veux sortir mon smartphone. Alors c'est pas tout à fait comme ça que c'est pas la question qui se pose. Assez compressé s'il te plaît, Yves. S'il te plaît. Meta s'est dit j'ai besoin d'une communauté, j'ai besoin d'un OS, j'ai besoin de quelque chose d'équivalent. Et il y avait une discussion en interne chez Meta avec 2 personnes, Henri Moissina qui était un Français qui disait fais une application, et Chamac qui était un Américain indien, qui disait non, il faut faire un phone. Ces 2 personnalités se sont battues à mort, littéralement à mort, puisque Henri a dû partir, a dû quitter, et Chamac a dit on va faire
un téléphone, un Facebook Phone. Donc il s'est tourné vers Peter Chao, toujours HTC, qui a quand même été le leader de plein de choses. Et qui lui fabriquait en marque blanche des téléphones, en fait. Et qui a donc fabriqué un... Et donc un jour, j'étais à Taïwan, et Peter me dit, il faut que je te parle d'un truc. On est en train de faire un téléphone, un Facebook Phone, donc il me le fait voir pour Facebook. Et il me dit, et je lui dis, il faut que je l'ai, il faut que je le prenne dans ma gamme. Je veux absolument pas que Patrick Chauvet l'ait avant moi ou quoi que ce soit. C'est vrai, il y avait une concurrence. Mais oui, bien sûr, il y avait une concurrence. Ça ne veut pas dire qu'on s'estime pas, etc. Mais on est en compétition. Enfin, je veux dire, bon, voilà. On les sépare dans le couloir encore aujourd'hui. C'est ça. Bon. Et donc je dis, il me le faut. Et donc Peter sort son téléphone, il appelle Mark Zuckerberg. Et il me dit, Marc, je te passe un de mes amis qui est chez Orange, voilà, discuter. Et donc, c'est la première fois que j'ai eu à discuter avec Mark Zuckerberg. Et puis, au cours des négociations, il s'avère qu'il dit, OK, je suis d'accord pour lancer le Facebook Phone, puisque ça s'appelait Facebook Phone, en France. Mais alors, c'était quoi? C'était un téléphone qui mettait en avant Facebook, mais tu pouvais... c'était quoi l'OS? Ça tournait sur quoi? Écoute, honnêtement, c'était un OS qui était sur une base de Linux, c'était quelque part sur un AOSP. Ouais. Okay, c'était la même AOSP que Google. De Google, l'open source de Google. Google. Et sur lequel ils avaient intégré, si tu veux, Facebook. Donc c'était une espèce de ils voulaient faire un application shop, mais c'était pas un téléphone qui était super bien foutu, mais c'était Facebook, c'était une marque. C'est ça qui t'a charmé, en fait. Bien sûr, c'est ça qui m'a charmé. Facebook est tellement puissant, ils sortent un téléphone, il faut que j'en sois dedans. Et le téléphone était beau. Ok. Physiquement, il était beau. Et puis, ils mettaient de l'argent pour la promotion. Donc ça nous intéressait aussi, parce qu'on récupérait de l'argent. Je veux dire, c'est quand même la... Donc, tu signes avec Facebook. On signe avec Facebook. Le téléphone est fabriqué. Le téléphone est fabriqué. On prévoit un lancement. En France, OK, pour un lundi. Je pars aux États-Unis. 15 jours avant, 3 semaines avant, il est lancé aux États-Unis. Donc, grand show télévisé, etc. Donc, le téléphone sort aux États-Unis. Il sort aux États-Unis. OK. Et puis, le vendredi, donc l'avant-veille du lancement en France... Tout était prêt chez toi. Tout était prêt. Dans les boutiques Orange, tout était prêt. Tout était prêt. Les stocks, ils sont dans les magasins, tout le monde est formé. Et le vendredi soir, je reçois un message... je crois que c'était Peter, je sais même pas Facebook qui m'a appelé en disant Yves, il faut que je te parle. Donc c'était, je sais pas, il devait être aux États-Unis, puisque je l'appelle et il me dit on arrête. Zuckerberg a décidé, on arrête le truc. J'ai dit c'est juste impossible. J'étais dans la rue, à côté de chez moi, j'étais dans la rue, et j'ai passé une partie de la nuit à essayer de les convaincre de nous laisser le sortir en France. Et ça a été non. Et donc, on n'a jamais lancé ce téléphone. Mais alors, pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le lancement aux États-Unis avait été si catastrophique qu'ils arrêtaient en fait les frais. Ils en ont vendu moins de 15 000. Ils l'ont arrêté en mai 2013. Ils en avaient vendu moins de 15 000. Patrick, nous, on l'avait refusé parce que moi, je pensais à l'époque que Facebook, c'était une des applications les plus importantes à l'époque sur le mobile. Mais je disais que très peu de gens allaient vouloir ça comme la principale entrée de leurs produits. Les gens font de l'Internet, ils font du YouTube, ils font des emails, ils font beaucoup de choses et Facebook. Mais considérer que Facebook, ce serait l'interface principale du produit, j'y croyais pas. Donc on a dit non, dès le début. Et puis, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après de tous ces téléphones? Après, ça part à la poubelle, ça fait quoi là? Alors après, il y a des accords. Des accords financiers. Il y a des accords financiers, il y a des avocats, il y a des choses comme ça. Mais honnêtement, ça a été traité... Et le gars de Facebook qui a lancé le téléphone, il a dû se retrouver... Chamac qui est devenu milliardaire parce qu'il a parié sur le Bitcoin. Et je me souviens, à l'époque, on parlait beaucoup. Parce que quand même ou pas oui, enfin, ils se sont arrangés. Bien sûr, ils se sont arrangés. Et je me souviens que le soir, quand on était avec Chamac à boire une bière dans un truc, il me parlait que du Bitcoin. Et à l'époque, j'aurais dû l'écouter. Mais j'ai pas voulu le faire pour une raison. C'est que j'ai toujours dit c'est du blanchissement d'argent sale. Et je ne veux pas rentrer dans ces trucs-là. Mais financièrement, c'est lui qui a eu raison. Donc il a quitté. Et il est maintenant milliardaire. Et c'est devenu quelque part une star du Bitcoin aux États-Unis. Voilà. Et ben voilà. Tu veux tout savoir sur Chamac. Et un truc qu'on retient, c'est que quand un produit est lancé le lundi, il ne faut pas partir en week-end. Non. Il faut rester vigilant. Le téléphone. Un des trucs sur Android qui est intéressant, on a dit très rapidement AOSP. En fait, il n'y a pas un Android contrairement à iOS. Il y a plein de versions d'Android. Et en fait, la Chine a reprivatisé Android pour en faire une 27 à peu près. Nous, on en a compté. Donc, ce qu'on appelle Android AOSP, c'est Android sans Google. Et en fait, après l'avoir ouvert, maintenant, ils essaient de le refermer pour le forcer à utiliser les services Google.
Et donc maintenant, la Chine, grâce à Google, a un operating system mondial, mais qui est plus vraiment le Android qu'avait rêvé Google. Puisque maintenant, il y a Baidu, il y a Alibaba, il y a Tencent, et donc en fait, ce n'est plus... Ça s'appelle toujours Android, mais ça n'a plus rien à voir avec le projet. Ça a été pendant longtemps, en fait, même chez Huawei, l'operating system sans Google. C'était un Android allégé, on va dire, sans les services Google. Eh bien voilà. Fred, il nous reste 10 secondes, ça va être compliqué. Juste 3 mots sur les entreprises. Qu'est-ce qui a travaillé les entreprises pendant toutes ces années? C'est la gestion de la sécurité, c'est tout ce qui était sans contact, aussi tout le monde attendait ça, et la réalité augmentée. Je me suis replongé dans toutes nos docs, on parlait beaucoup de réalité augmentée, tout le monde était persuadé que ça allait être la transformation, qu'on allait monter son meuble Ikea avec le téléphone comme ça, enfin voilà. Ça a été monstrueux. Voilà, c'était, je veux juste dire ça, au niveau entreprise, c'était ça qui ressortait un peu des tendances attendues de cet Internet mobile. Alors évidemment, évoquer les 25 ans du smartphone en 90 minutes, forcément il y a des trous dans la raquette et obligatoirement il y a plein de moments frustrants qu'on n'a pas pu se raconter, mais en tous les cas c'était mieux que rien et voilà, on a essayé de jalonner comme ça quelques-uns des moments importants de l'histoire du smartphone. Peut-être qu'on fera une autre émission là-dessus, parce que tout à l'heure je pensais à WhatsApp, même WhatsApp a été complètement... on va dire, une vraie révolution chez les opérateurs de télécom. Et ça, à mon avis, ça mériterait même quasiment une émission entière, WhatsApp. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Fred. Fred Simoutel à BFM Business, bien sûr, Thomas Serval, PDG de Barracoda, Yves Maître, Operating Partner, John Capital, et merci à Patrick Chaumet, dont c'est la première dans Tech & Co. Tu reviens quand tu veux. Merci. Partager avec nous ta passion de la tech et toutes tes histoires liées à la tech. Et tu es aujourd'hui ancien vice-président exécutif en charge de l'expérience mobile chez Samsung. On sera là demain. On reviendra à un format un peu traditionnel et notez quand même que la semaine prochaine, on vous réserve une émission spéciale 50 ans d'Apple. Ça sera le 1er avril. Avec des invités exceptionnels. On aura l'occasion d'en reparler, mais avec Fred, on est en train de vous préparer une émission au top. Vraiment, merci à tous. Et avec Léa. Et avec Léa, bien évidemment, mais sans qui on ne serait rien, Fred, bien évidemment. Léa Benaïm, qu'on embrasse. Très belle soirée, et on se retrouve demain dès 19h30. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.